Écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. L'idéal, ce serait que vous puissiez couper l'écho dans la salle, que j'entende pas l'écho, mais sinon je me débrouillerai sans, ne vous inquiétez pas. Voilà, parce que j'entends un peu ma voix en retour. J'espère que vous êtes bien installés malgré la canicule, et je voulais tout d'abord m'excuser de ne pas être présent physiquement. Voilà, j'ai eu vraiment une contrainte familiale extrêmement importante, sans gravité, je vous rassure. On a déjà envoyé des petits messages extrêmement gentils. C'est sans gravité, mais c'était vraiment une contrainte familiale absolument impérative, et donc je suis désolé de ne pas être physiquement, ce que j'aurais vraiment souhaité. D'abord, vous remercier tout ce que vous faites. Vous faites un travail extraordinaire. Je voulais remercier Isabelle, avec qui on a préparé ces deux conférences. Merci beaucoup, Isabelle, pour votre engagement et votre immense gentillesse. Je pense que c'est très, très important. Et merci, en fait, à l'association, à l'AFS, de son engagement de longue date. Aujourd'hui, c'est un anniversaire, il faut le considérer comme ça. Cette journée nationale, c'est une forme de consécration, et ça montre bien la place des patients, la place des associations de patients dans la formation et l'information. Et vous savez qu'on y tient, nous à Strasbourg, tout particulièrement depuis bien longtemps, et on a des liens vraiment privilégiés depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, avec plusieurs associations, dont la vôtre, et celles aussi d'autres maladies inflammatoires. Vous savez aussi, je profite pour remercier toutes nos équipes, l'équipe à l'hôpital, l'équipe à l'université, pour tout ce travail qui est fait depuis tant d'années, dont on ne mesure pas toujours l'importance, qui est un travail immense pour l'accueil des patients. C'est la chose principale, mais aussi pour la recherche, pour la formation, parce que, vous savez, il n'y a pas de bons soins, des soins de qualité, si vous ne formez pas bien les jeunes étudiants, les jeunes médecins, et si vous ne faites pas de recherche derrière, si vous ne faites pas d'innovation, finalement, oui, on peut soigner, mais je pense qu'on soigne beaucoup moins bien quand on n'est pas capable de bien former et de bien chercher. Et c'est vraiment notre fil rouge à Strasbourg, et c'est pour ça qu'on est reconnu, très, très humblement on peut le dire, dans la France entière, dans le monde entier aujourd'hui. Notre centre de rhumatologie est un des centres qui est le plus reconnu, qui travaille pour ça, toute cette reconnaissance, et surtout pour vous, depuis de nombreuses années. Donc je voulais les remercier. Christelle est là à m'écouter. J'espère que ça va aller. Christelle a la voix un peu éraillée. Je suis sûr qu'elle sera tout à fait en action pour la deuxième conférence. Donc je voulais tous les remercier et vous dire qu'on est très fiers de ce qu'on fait pour vous et avec vous. Je pense que c'est vraiment un moment clé de l'histoire de notre service. Parce que peut-être vous ne le savez pas, mais notre service est à la fois le service de rhumatologie du CHU Strasbourg, et on est centre national de référence pour les maladies inflammatoires, et aussi, vous savez, que notre service est associé à des équipes de recherche, mais surtout une grande équipe de recherche dans laquelle on coordonne les choses avec le professeur Barham, et cette équipe de recherche permet de travailler sur les mécanismes de maladies inflammatoires. Et pour finir, pour vous décrire les choses, nous préparons un grand projet qui est depuis quelques années, qui est le projet d'un nouvel hôpital pour les maladies inflammatoires au sein de notre hôpital du CHU. C'est un institut qu'on appelle thématique, c'est-à-dire consacré aux maladies inflammatoires et maladies auto-immunes. Il aura un nom qui est pacifique, et pour finalement bien montrer notre engagement auprès des patients, le P de Pacifique, c'est un acronyme, vous savez, Pacifique, et le P c'est patient. Donc c'est un institut au service des patients, avec les patients, et on construira au sein de cet institut un accueil. Les associations seront représentées, un accueil pour les patients et des tas de structures qui permettront de préfigurer l'hôpital ambulatoire de demain. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Je vais vous dire qu'on y travaille depuis des années avec nos collectivités, la région, la métropole, la municipalité, le département, qui sont là pour nous aider. On en est très heureux, et je les remercie aussi parce que sans tous ceux qui nous entourent, universités, collectivités, les choses ne se feraient pas. Voilà quelques éléments de préambule. Et j'aborde maintenant les 3 questions que je voulais évoquer avec vous, et je vais essayer de le traiter de façon extrêmement simple et de laisser un peu de place aux questions. Et la première question, c'est qu'a-t-on appris pour mieux comprendre ces maladies, pour mieux comprendre les spondyloarthrites, qui sont en groupe de maladies. La deuxième question sera qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour mieux diagnostiquer? Ça reste encore difficile. Et troisième chose, c'est comment est-ce qu'on fait pour mieux traiter? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de développement. Sachez que
ces maladies, il y a à peu près en France 300 000 spondyloarthrites au sens large. On associe à la spondylarthrite ankylosante, vous savez, toutes les maladies qui nous ressemblent, notamment celles qui s'associent au psoriasis. On appelle ça la spondylarthrite psoriasique, le rhumatisme psoriasique. On associe aussi à ces maladies les maladies que l'on voit associées à la maladie de Crohn, vous savez, cette inflammation digestive qui est parfois assez sévère, peut donner des signes articulaires de type spondyloarthrite. Et puis, on a aussi d'autres situations beaucoup plus rares, comme des apnées très sévères, comme des maladies qu'on appelle la maladie de Verneuil, qui est une sorte de maladie des glandes sébacées, ou d'autres maladies comme le syndrome qu'on appelle SAPHO, certains connaissent peut-être, qui est très rare. Et toutes ces maladies inflammatoires peuvent se traduire par des signes de spondyloarthrite, et puis même de façon plus inhabituelle, mais on voit aujourd'hui des maladies rares, des maladies inflammatoires rares. Il y a une maladie qui s'appelle la fièvre méditerranéenne, qui est aussi appelée maladie périodique, qui touche surtout des populations du bassin méditerranéen. Et dans ces maladies, on voit aussi des tableaux de spondyloarthrite. Donc il y a beaucoup finalement de choses partagées. Et dans les spondyloarthrites, il n'y a pas que la spondylarthrite ankylosante, mais il y a plein de maladies qui nous ressemblent beaucoup, avec des mécanismes assez comparables et évidemment des traitements qui sont assez proches. Donc ces maladies, 300 000 patients en France à peu près, c'est beaucoup. C'est un rhumatisme, le rhumatisme le plus fréquent avec la polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie qui cible beaucoup les chercheurs. Il y a beaucoup de recherches dans le monde qui sont consacrées à cette maladie et c'est un réel espoir pour vous, grand espoir de vous dire qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'énergie qui est mise pour mieux comprendre les spondyloarthrites. Alors, il est difficile, mais je vais essayer de faire simplement de répondre à la première question. Qu'est-ce qu'on appelle le mécanisme de ces spondyloarthrites? Si on voulait être très précis, mais c'est trop compliqué, il faudrait presque les prendre les unes après les autres. Il est vraisemblable que la maladie liée au psoriasis, la spondyloarthrite psoriasique, le rhumatisme psoriasique, est assez proche de la spondylarthrite ankylosante, mais avec quand même quelques nuances. Mais je vais essayer de vous donner les grandes lignes pour essayer de faire comprendre où on va et ce qu'on a. Schématiquement, les spondyloarthrites, on pourrait imaginer la photographie de cette maladie, des mécanismes de cette maladie en 3 temps. Vous avez un premier temps qui est très important et qui est probablement le temps qui existe déjà avant les premières douleurs. Avant que vous ayez mal, avant que vous ayez des signes inflammatoires, il est vraisemblable que pendant plusieurs mois, certainement plusieurs années, se met en place en fait une réponse inflammatoire. Et cette première phase, elle est assez compliquée parce qu'elle est liée en fait à des choses qu'on connaît mal, puisque ça se développe avant la maladie, donc on a du mal à les explorer, puisque aujourd'hui on essaie de le faire, c'est d'avoir dans les familles de patients des sujets, des frères, des sœurs qui n'ont pas encore la maladie mais qui vont la développer, pour essayer de comprendre si ces frères et sœurs d'une même famille de spondylarthrite ont des particularités et qui prédisposeraient à l'apparition de ce rhumatisme. C'est assez difficile à faire, mais on avance doucement. Et on a montré que cette première phase était caractérisée par quelque chose qui est la réponse de votre corps, de votre système immunitaire, à un certain nombre de microbes, qui sont des microbes que vous avez en vous, dans l'intestin. Vous savez qu'on a beaucoup de bactéries et de virus d'ailleurs dans notre intestin, ce qu'on appelle les microbiomes, ou microbiotes intestinales. Mais c'est pas que l'intestin, on en a aussi dans la bouche, on en a dans les voies génito-urinaires, on a des bactéries aussi dans les bronches et les poumons. Donc on est rempli de bactéries, mais ce sont des gentilles bactéries très généralement. Heureusement, on vit avec elles depuis très très longtemps, et cette rencontre avec ces bactéries qui nous aident crée une sorte d'équilibre. Ce qu'on observe dans beaucoup de maladies inflammatoires, c'est qu'il y a une rupture d'équilibre avec les bactéries qui nous habitent. Et on appelle ça des dysbioses, c'est-à-dire une biologie qui ne marche plus très bien, une rencontre, une symbiose qui ne marche plus très bien avec ces microbiotes. Et c'est probablement dû à des terrains immunogénétiques particuliers. Chaque individu est particulier, chaque individu répond différemment, interface, réagit, collabore différemment avec ces microbiotes. Et il est certain aujourd'hui que dans les maladies inflammatoires, notamment les spondyloarthrites, mais pas seulement, il y a une relation anormale ou mal contrôlée qui s'établit avec les microbiotes. Dans la spondylarthrite ankylosante, probablement avec le microbiote intestinal, dont le rhumatisme psoriasique, peut-être avec le microbiote cutané. Donc vous voyez qu'il y a des petites différences. Et c'est bien le terrain génétique de chacun qui fait que se développent
une réaction inflammatoire qui va être le lit, en fait, le terrain de ce qui va amener un jour à des douleurs, à la maladie qui s'exprime. Mais certainement, comme je l'ai déjà dit, plusieurs mois, plusieurs années après. Alors, en quoi le terrain génétique, on peut l'identifier, on peut comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, on a appris quand même pas mal de choses sur le terrain génétique des spondyloarthrites. On sait depuis presque un demi-siècle qu'il y a un gène qui a une grande importance, qui est le gène HLA-B27. Mais deux choses importantes. D'abord, vous ne le portez pas, si vous êtes atteint de spondyloarthrite, vous ne le portez pas tous. C'est, je dirais, de 60 à 90% des spondyloarthrites qui le portent. Mais aussi, si vous avez ce gène dans la population générale, c'est à peu près 10% des sujets de population générale qui ont ce gène B27. Si vous êtes B27 dans la population générale, vous avez 90% de chances, je dis bien 90% de chances de ne jamais faire de maladie, de ne jamais faire de spondyloarthrite. Donc vous voyez que c'est un tout petit peu plus compliqué qu'on ne le croit. Ce gène n'est pas le gène de la maladie, mais c'est un gène qui contribue à la maladie. Et on peut imaginer de façon simplifiée, beaucoup d'études aujourd'hui, qui contribue à la maladie de deux façons. Probablement qu'il a une importance dans la rencontre avec les microbiotes. Il a certainement un rôle qui fait que vous réagissez peut-être différemment avec ces microbiotes. Et la deuxième chose, c'est que ce gène confère certainement la capacité de faire plus d'inflammation que la moyenne. En fait, on sait dans les cellules qui portent ce gène, les cellules de l'immunité, que ces cellules sont très sensibles à produire de l'inflammation, et plus d'inflammation que dans la situation générale. Donc on commence à 25, 30, 40 ans après, parce qu'on est presque à 40 ans, une cinquantaine d'années même en fait, sur les premières études, à connaître la relation entre ce gène et les spondyloarthrites, et on apprend toujours, on étudie toujours ce gène pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. La deuxième photographie de la maladie, c'est ce qui se passe après. Donc, vous voyez, il se passe une réaction inflammatoire inattendue, propre à chaque individu, déterminée par un terrain génétique, par HLA-B27 et d'autres gènes qu'on a identifiés, que je ne citerai pas. Et à partir de là, vous allez passer à la phase 2, deuxième photo. Et là, vous allez mettre en place, activer des cellules de l'immunité, notamment dans l'intestin, des cellules de l'immunité qui vont charger, en fait, une sorte de, comme si elles chargeaient de la dynamique pro-inflammatoire, vous voyez. Elles vont s'activer, elles vont s'armer, elles vont se charger, et progressivement, un certain nombre d'entre elles vont migrer de la région intestinale, et on le sait aujourd'hui, vers des ganglions et vers des tissus, et en particulier vers les articulations et les tendons. Parce que c'est très particulier, mais dans les spondyloarthrites, l'inflammation se localise non seulement dans les articulations, mais encore plus souvent dans les tendons, et dans une partie des tendons. Vous savez, le petit bout des tendons qui se met dans l'os, qu'on appelle les anthèses. Et ce qui fait que quand on est atteint de ces maladies, on souffre d'inflammation, parfois assez diffuse, ou parfois très localisée dans les articulations, et surtout ces anthèses, et on parle souvent d'anthésite, anthésite, T à la fin, pour dire inflammation des anthèses. Et donc, cette inflammation des anthèses, et parfois de l'articulation, de la membrane, la petite membrane dans l'articulation qu'on appelle membrane synoviale, ce qui vous explique qu'on parle, vous entendez certainement ces mots-là, on parle souvent d'anthésite, je l'ai dit, mais aussi d'arthrite, it pour inflammation articulaire, voire on parle de synovite, c'est-à-dire l'inflammation de la petite membrane. Donc ça, c'est des termes vraiment qui sont consacrés, qui permettent d'expliquer ces rhumatismes. Et bien, dans la photo 2, au moment de la migration de ces cellules, qui sont des lymphocytes, des petites cellules de l'immunité, qui sont très particuliers, on le sait, dans la spondylarthrite, ce sont des lymphocytes différents de ceux de la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, et bien ils vont migrer à travers l'organisme jusqu'à se localiser dans les anthèses, dans les articulations, où ils rencontrent d'ailleurs d'autres lymphocytes, qui eux sont déjà là. Et c'est probablement l'accumulation de lymphocytes qui circulent, de lymphocytes qui sont déjà localisés dans les anthèses, qu'on va avoir, j'allais dire, la mise au feu de la poudre, et que là, l'inflammation va exploser. C'est une inflammation qui va dépendre, et c'est très important de le citer, de molécules qu'on appelle des cytokines. Cytokines, c'est tout bête. Cytokines, c'est des petites molécules chimiques de l'inflammation qu'on produit tous. Tout le monde en produit pour se défendre, pour réguler l'immunité, sauf que dans les spondyloarthrites, on en produit trop. Et on produit trop de 2-3 cytokines. Il y en a 3 très importantes. Il y en a une que vous connaissez très bien, c'est le TNF-alpha. Mais c'est une cytokine, j'allais dire, plus de l'inflammation finale. Et vous avez 2 autres cytokines qui sont produites probablement un peu plus tôt et qui sont celles qui mettent de poudre, qui sont l'interleukine 23 et l'interleukine 17.
Alors pourquoi je vous cite ces 3 cytokines, TNF, IL-23, IL-17, c'est que ces 3 cytokines, j'y reviendrai très rapidement dans la question thérapeutique, ces 3 cytokines sont aujourd'hui 3 cibles de nouveaux médicaments. Donc quand on a aujourd'hui, quand on doit traiter les spondyloarthrites avec des traitements biologiques ciblés, on va cibler schématiquement dans les spondyloarthrites ou le TNF, ou l'IL-23, ou l'IL-17. J'anticipe la question que vous allez me poser quand je traiterai la 3e question, mais pourquoi on ne cible pas les 3 en même temps? Donc peut-être que vous poserez la question, mais je vous le dis d'emblée, c'est que parce qu'on n'a jamais essayé, d'abord, peut-être qu'on le fera un jour, parce qu'on craint que ce soit un peu trop risqué et qu'on ait un effet bloquant un peu trop fort, puisque l'objectif, quand on vous traite, c'est de bloquer ces cytokines pour éviter qu'elles provoquent l'inflammation dans les anthèses, dans les anthésites et les hésites. La 3e partie et la dernière partie de cette maladie, qui est très variable d'un individu à l'autre, c'est la partie qu'on appelle lésionnelle, c'est-à-dire la transformation de l'inflammation dans vos vertèbres, qui sont le lieu d'anthésite. Quand j'ai parlé d'anthésite, je ne vous ai pas décrit les sites, mais vous avez des anthèses partout. On cite souvent les anthèses dans les jambes, dans le dos, au niveau des sacroiliacs, il y en a dans la colonne. Il y a des anthésites partout, il y a des ligaments et des tendons en réalité. Et il y en a beaucoup dans la colonne et beaucoup dans les fameuses petites articulations sacroiliaques. À partir de là, une fois que l'inflammation est installée dans ces anthèses, qu'elle soit sacroiliaque, qu'elle soit dans le dos, rachidienne, ou qu'elle soit dans les articulations, notamment dans le talon, qui est souvent malade, au niveau de la hanche, au niveau du genou, là vous allez avoir une phase finale de la maladie qu'on appelle la phase structurale. Je ne sais pas si vous comprenez le terme structural, ça veut dire qu'il va y avoir une modification de la structure de l'anthèse et de l'os. Et schématiquement, ce qui se passe dans les spondyloarthrites, vous avez une inflammation locale qui va entraîner d'abord de l'œdème, enfin on voit à l'imagerie, vous savez, vous avez certainement, beaucoup d'entre vous ont fait des IRM, vous voyez qu'on voit l'inflammation, on voit ce blanc, cet œdème dans l'anthèse et dans l'os, et à l'issue de cette phase inflammatoire que l'on voit à l'imagerie à l'IRM, vous allez avoir soit une cicatrisation sous la forme de graisse, ce qu'on appelle, alors c'est pas très joli, mais la dégénérescence graisseuse, donc il y a une sorte de reconstruction, de cicatrisation, parce que c'est de la cicatrisation. C'est une maladie qui évolue souvent, pas toujours, et souvent par poussée, et elle peut guérir, en tout cas en termes de symptômes, et cette guérison s'accompagne souvent d'une cicatrisation, et l'inflammation devient de la graisse, ou alors, c'est une modalité qui est très fréquente, il va y avoir de petites érosions dans l'os, mais surtout, après ces érosions, l'apparition d'une construction osseuse, c'est une grande particularité des spondyloarthrites, c'est de produire de l'os, de produire, alors, on ne peut pas dire des becs de perroquet parce que la production osseuse, qu'on appelle bec de perroquet, c'est dans l'arthrose, qui est une maladie où là aussi on produit de l'os, et dans les spondyloarthrites, ce sont, alors le nom est un peu très complexe, mais ça s'appelle des syndesmophytes. Syndesmophytes, c'est des petites coulées d'os qui se produisent au moment de l'inflammation, qui est une traduction structurale osseuse de l'inflammation. L'inflammation va pousser l'os à faire de l'os et à faire ces ponts osseux que l'on voit, et qui amène parfois, on le voit de moins en moins, heureusement, parce qu'on traite de mieux en mieux les malades, on aboutit en fait à ce qu'on voyait autrefois, ces colonnes bambou, où on avait de l'os de haut en bas, on avait malheureusement des patients qui étaient devenus très très raides, très douloureux, mais surtout très raides. Et ça, on peut le voir aussi au niveau d'autres anthèses, des talons notamment, on peut voir la production d'os, et puis au niveau de l'ensemble des anthèses. C'est vraiment la 3e partie de la maladie, et pour finir sur cette première question, première interrogation, je ferai un commentaire, c'est qu'on voit de moins en moins, parce qu'on soigne de mieux en mieux ces maladies et ces patients, on voit de moins en moins de colonnes bambou, de moins en moins de lésions structurales. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Certains pensent que c'est pas que parce que nous le traitons mieux, c'est aussi parce que la maladie évolue aujourd'hui dans un contexte différent. Vous vous rappelez de la première photographie, la relation, j'ai fait ça, je vous ai dit qu'on démarre par une relation anormale entre des bactéries de notre corps et notre terrain immunogénétique, mais il faut savoir qu'il y a des acteurs aussi qui ne sont pas en nous, mais qui sont des bactéries qui viennent de l'extérieur. Il y a un certain nombre de bactéries connues, très connues, comme Chlamydia, comme Shigella, comme Yersinia, comme Borrelia d'ailleurs, qui sont capables de produire une inflammation un peu du même type. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, il y a moins de bactéries, moins d'infections, on vit dans un monde qui est un peu plus aseptisé, il y a moins ce type d'infection, donc on peut penser que les spondyloarthrites sont un peu moins agressives. Et j'en veux pour preuve le fait que quand on compare
l'évolution structurelle des spondylarthrites en France, dans les pays européens, avec celle qui existe dans les pays maghrébins notamment, où il y a encore un peu moins d'hygiène, où il y a encore plus de bactéries, plus d'infections, on voit encore des différences, et nos amis algériens, marocains, tunisiens, qu'on retrouve souvent, ont encore beaucoup plus de formes sévères, de formes structurales sévères, plus que nous. Et ça reste encore vrai, même si ça a tendance à s'améliorer tout doucement. Voilà pour la première question qui était la plus sophistiquée, la plus compliquée. C'est 3 photos. Première photo, s'installer l'inflammation dans un mode de relation avec des bactéries qui est un peu particulière, bactéries en nous, bactéries à l'extérieur. Deuxième chose, les petites cellules de l'immunité des lymphocytes s'allument et vont s'allumer, produire de l'inflammation en migrant dans le corps, notamment en allant vers les orthèses. Et troisième phase, le corps réagit en cicatrisant, en s'inflammant et en produisant de l'os. C'est vraiment des choses qu'on a aujourd'hui bien comprises. On ne sait pas tout, évidemment. Beaucoup de choses encore à apprendre, mais on a beaucoup progressé. Deuxième question importante, mais qui est plus simple, c'est comment est-ce qu'on fait le diagnostic de spondyloarthrite. Alors, d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très cadré. Aujourd'hui, on a des critères de classification, il y a beaucoup d'organismes internationaux qui ont réfléchi aux meilleurs critères, et sachez qu'on a aujourd'hui 4 façons, une sorte de checklist, c'est très organisé. Première chose, bien interroger les patients, savoir si dans la famille, il y a des malades atteints de spondylarthrite, et si, dans ces familles-là, il y a des facteurs prédisposants de spondylarthrite, notamment le psoriasis, ou par exemple la maladie de Crohn, ou par exemple des infections, comme celle que j'ai citée. L'interrogatoire est fondamental, et on recherche toujours les antécédents familiaux de spondylarthrite et les antécédents personnels et familiaux de psoriasis, de maladie de Crohn, et aussi d'inflammation, notamment d'inflammation de l'œil, puisque dans les spondylarthrites, vous le savez, il peut avoir dans un tiers des cas, une inflammation de l'œil qu'on appelle des uveites. C'est très particulier. Deuxième étape, on analyse le patient avec évidemment une part d'interrogatoire, une part d'examen clinique, et on va rechercher et comprendre là où il a mal, comment il a mal et pourquoi il a mal. Évidemment, on va rechercher des zones douloureuses dans les orthèses. Alors, les spondyloarthrites ne sont pas les seules maladies à donner des douleurs d'orthèse. Le sport en donne, par exemple, très clairement. Le sport donne des tendinites et des anthésites d'insertion microtraumatiques, donc liées à l'activité sportive. Donc on cherche, on essaie de comprendre si ces douleurs sont bien apparentes. Troisième étape, c'est l'étape de biologie. Elle n'est pas très performante parce que dans un tiers, à la moitié des spondyloarthrites, il n'y a pas d'inflammation détectable dans le sang. Et pourtant, on est atteint de la maladie. Et on peut s'aider par un marqueur que j'ai cité à ce moment-là, qui est la recherche du gène B27, et je vous ai cité toutes les limites de la découverte d'un gène chez la B27. Je vous ai dit que 9 sujets sur 100 dans la population, même avec un B27, ne font jamais de spondylarthrite. Et qu'il y a des spondylarthrites sans B27, c'est tout à fait typique. Donc on sait quand même, la biologie nous aide quand même, on va chercher de l'inflammation, on va aussi par la biologie éliminer notre cause, bien sûr, c'est aussi l'objectif, et regarder si vous possédez ou non le gène B27, mais en l'analysant avec beaucoup de prudence. Et la troisième phase, c'est la phase d'imagerie, très importante. Jusqu'à présent, on faisait que de la radiographie. Mais vous avez compris que la radiographie, avant qu'elle montre ces fameuses ossifications qu'on appelle syndesmorphiques, ça mettait des mois et des années avant qu'on puisse être sûr de voir ces plombs osseux, cette ossification. Aujourd'hui, grâce à l'échographie, les rhumatologues sont devenus des grands spécialistes de l'échographie, grâce à l'IRM, que beaucoup d'entre vous ont fait, grâce encore au scanner, qui permet d'analyser très finement les zones comme les sacroiliacs, ou des nouvelles technologies d'imagerie, mais qui sont encore de l'ordre de la recherche, comme le PET scanner. Aujourd'hui, grâce à l'échographie, l'IRM et parfois le scanner et la radio, on arrive à chercher des signes caractéristiques de la maladie, et on en connaît. Mais il faut savoir que tout ça nous a permis de savoir que pendant des années, ou peut-être pendant très longtemps, encore plus longtemps que ça, il existe des patients atteints d'authentiques spondylarthrite, mais qui n'ont pas de signes radiographiques. On appelle ça les formes non radiographiques de la maladie. Donc vraiment, vous voyez, une sophistication très importante, et je rajouterais, finir sur cette deuxième question, ce qui est très important pour nous dans cette prise en charge des MUSI, c'est aujourd'hui, ce n'était pas le cas autrefois, c'était la prise en charge, la prise en compte de ce qu'on appelle les PRO. PRO, c'est ce que exprime le malade. Moi, je crois qu'il faut être très attentif aujourd'hui à l'expression
de la douleur à l'expression des troubles de la fonction, de l'handicap du malade et de la demande du malade. On n'a pas la même demande quand on a 20 ans et qu'on a envie de faire du sport, de sortir avec ses copains le samedi, et qu'on a 75 ans, même si à 75 ans, on peut parfaitement avoir envie de faire du sport et de sortir aussi avec ses amis, mais pas exactement, je pense, dans les mêmes conditions. Et il faut être très attentif à ces PRO, à la demande du patient, d'abord pour les entendre, pour expliquer ce qu'on peut faire ou ne pas faire, et puis passer à la question 3, comment on traite. Alors, là aussi, vous avez vu que dans les 5, 10, 15, 20 dernières années, il y a des progrès extraordinaires. Et c'est un formidable optimisme qu'on peut vous transmettre. On a progressé de façon incroyable. Néanmoins, la stratégie est bien identifiée. Dans une spondyloarthrite, on continue à commencer par des médicaments très simples. Il y a un certain nombre de patients qui sont très bien soulagés, qui ont des formes non sévères, qui sont soulagés par des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Mais ce qu'on a appris, c'est le message de dépassé, c'est que l'utilisation très très prolongée au cours de la vie d'anti-inflammatoires pris tous les jours n'est pas très bonne pour le cœur, pour les vaisseaux, pour le rein et accessoirement pour l'intestin. Donc aujourd'hui, on en donne toujours, parce que ce sont des très bons médicaments anti-inflammatoires, mais quand un patient est obligé d'en prendre tous les jours, toute la vie, et qui n'est que partiellement soulagé, on réfléchit très vite à la phase 2 du traitement de cette maladie. La phase 2 du traitement, elle dépend des signes dont vous souffrez le plus. Si les signes dont vous souffrez le plus sont les articulations, comme le genou, la cheville, les doigts, les épaules, ce qui est possible dans un rhumatisme psoriasique, et même dans une spondyloarthrite, là on a une classe de médicaments intermédiaires qu'on utilise beaucoup dans la polyarthrite rhumatoïde. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en prenaient, qu'on appelle le méthotrexate. Mais évidemment très efficace, qui n'est pas efficace chez tout le monde évidemment, mais qui permet de traiter surtout les signes qu'on appelle périphériques, c'est-à-dire les articulations, mains, pieds, genoux, épaules, chevilles, etc. En revanche, de façon assez curieuse, et on a, je vous avoue, un peu de mal encore à comprendre pourquoi, ça ne marche pas sur les signes dits axiaux, c'est-à-dire les douleurs de la colonne et des sacroïdes. Ce qui nous mène en fait, quand ce sont des manifestations inflammatoires qui ne sont pas bien soulagées par les anti-inflammatoires, a fortiori de l'atteinte de la colonne, si le méthotrexate n'est pas efficace ou n'est pas indiqué, on passe aujourd'hui, et c'est vraiment une nouvelle histoire de la spondylarthrite, on passe à ce qu'on appelle des immunothérapies ciblées. Et ça, c'est un progrès maintenant depuis 20 ans, c'est pas nouveau, mais on a aujourd'hui à disposition 3 immunothérapies ciblées, les anti-TNF que l'on manie depuis plus de 20 ans maintenant, très efficaces, beaucoup de signes, mais pas chez tout le monde, et pas de façon forcément durable. C'est une vraie question. Pourquoi certains ne répondent pas? Pourquoi certains ne répondent pas durablement? Pourquoi certains échouent? Et le médicament qui était très efficace, quelle son efficacité? C'est beaucoup de questions qui encore ne sont pas totalement résolues. Et on y travaille encore intensément. On peut utiliser aussi les anti-IL-3 ou utiliser les anti-IL-17. Aujourd'hui, vous dire ce qui est mieux, si vous voulez certainement savoir ce qui est mieux, je ne peux pas vous répondre de cette façon-là. La réponse c'est mieux ne peut s'aborder que dans une consultation personnalisée. On ne peut évidemment pas faire aujourd'hui, et chaque chose se discute, mais ces 3 immunothérapies ciblées biologiques sont toutes les 3 très efficaces. Et dernier point, ce qui est important en termes de traitement, on a à disposition aujourd'hui des immunothérapies nouvelles chimiques qu'on appelle des JAK inhibiteurs. Alors il y en a certains qui les prennent peut-être, certains prennent peut-être du Rinvoq, d'autres du tofacitinib. Vous voyez, il y a différentes molécules, il y en a 4 au total aujourd'hui qui ont une efficacité très importante et très bien démontrée dans les spondyloarthrites, mais le profil de tolérance, le risque d'inconvénient de ces médicaments est toujours en sous-surveillance. Et en particulier, encore pendant quelques mois, il y a une enquête internationale menée dans tous les pays du monde, en Europe, aux États-Unis, qui essaye, parce que ces médicaments sont très utilisés, qui essaye de préciser, qui va préciser dans les prochains mois, si ces médicaments ont des effets indésirables qu'on doit connaître pour les éviter. Notamment, un risque, peut-être pour certains de ces médicaments, un risque cardiovasculaire, c'est-à-dire de faire une phlébite, de faire ce qu'on appelle une thrombose, c'est-à-dire une phlébite et des complications des phlébites. Sur le risque de cancer, je serais extrêmement prudent parce que pour l'instant, il y a une seule étude qui aurait montré un excès de cancer du poumon, et c'est la seule, avec une molécule, donc, et dans une maladie qui est la polyarthrite rhumatoïde et qui n'est pas du tout la spondylarthrite. Donc je pense que cette étude, on l'a en tête, on la surveille,
va avoir des données complémentaires, mais je crois qu'en aucun cas aujourd'hui on peut affirmer qu'il y a un risque de cancer dans la spondylarthrite traité par les JAK inhibiteurs. Ça serait dépasser le résultat de l'enquête qui a été faite dans la polyarthrite. Dernier point qui est majeur et qui mène en fait à la prise de parole de mon amie Christelle, c'est tout ce qu'on peut faire en plus des traitements médicamenteux. Et Dieu sait qu'on a fait d'énormes progrès dans la prise en charge non médicamenteuse, avec une prise en charge de ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire de toutes les complications de cette maladie inflammatoire, une prise en charge par l'activité physique, par la diététique, par aussi les thérapeutiques de soutien psychologique, mais aussi la méditation, la sophrologie. On a fait énormément de progrès dans ce domaine. On continue, bien sûr, à travailler pour la partie réadaptation, pour la partie aide fonctionnelle, avec les kinés, avec les ergots et les psychomotriciens, surtout les ergots. On essaye, pour les gens qui ont les formes les plus graves, d'aider à leur vie quotidienne, d'aider à leur éducation, à leur vie quotidienne. Et puis, point important, dans ce contexte d'aide aux patients, il est très important d'apporter aussi une aide à la vie quotidienne, une aide sociale dans la vie quotidienne pour répondre à des questions. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser pour mieux gérer et mieux vivre en fait avec cette maladie. Et c'est pour ça que j'avais promis à Isabelle pour me rattraper de mon absence aujourd'hui. Et je vous promets aussi à tous avec Christelle, on organisera à l'automne, en novembre probablement, une rencontre avec les patients atteints de spondylarthrite et de polyarthrite dans une réunion à la faculté de médecine où on présentera d'abord l'actualité et on présentera une nouvelle plateforme d'aide aux patients, d'aide à l'information, à l'accompagnement qu'on mettra en place, qu'on souhaite mettre en place avec vous, avec les patients, tous les patients et les associations de patients et qui sera à disposition sous forme digitale, qui sera à disposition des patients qui pourront organiser leur formation à souhait, et formation, information et accompagnement dans la vie quotidienne. Donc pour nous, ce volet d'accompagnement des patients, et c'est, alors je dirais, on va le faire avec beaucoup d'humour et beaucoup de modestie, mais c'est vraiment une façon pour nous de voir le patient dans notre centre à Strasbourg. Je sais que je partage cette vision avec tous ceux qui travaillent avec moi, y compris avec Christelle, qui a consacré une grande partie de son activité à ça. Je la remercie encore. C'est vraiment notre façon de voir les choses parce que finalement, on est là, je conclurai là-dessus. Dans mon engagement médecin, on a fait beaucoup de choses dans nos carrières hospitalières universitaires, on fait beaucoup de choses, on fait de la recherche, on s'intéresse à l'innovation, à la formation. Je me suis moi-même engagé, je suis doyen depuis 12 ans maintenant. Je suis vice-président de l'université pour la partie santé. Ouais. J'essaie de faire le plus de choses possible, mais je n'oublie jamais que je suis d'abord docteur et que mon plus grand bonheur, je ne sais pas qui est dans la salle, mais que j'ai une affection immense pour mes patients, toujours, et que c'est la chose qui m'anime le plus et qui m'animera le plus jusqu'à la fin de ma carrière, parce que c'est pour ça que j'ai choisi mon métier. Et donc je voulais vous le dire, et je sais que toute mon équipe est dans la même veine, dans la même lignée, et Christelle exprimera, je pense aussi, dans son métier. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis prêt à quelques questions. Je n'aurai malheureusement pas beaucoup de temps parce que une cérémonie d'attente, je vous rassure, pas pour moi, mais pour ma famille. Et je vais devoir vous quitter rapidement. Si vous avez quelques questions, je suis prêt à répondre. Et je sais que Christelle, de toute façon, il répondra aussi bien que moi. Je vous remercie encore 1000 fois et on vous attend à l'automne, probablement en novembre. On va fixer la date assez rapidement avec Christelle et notre équipe à la faculté de médecine pour une nouvelle journée. Ce sera une demi-journée, 9h midi à la faculté, un samedi matin, et on se rencontrera. Et là, je vous promets d'être présent. Enfin, je ferai tout pour être présent, je vous promets. Voilà.